possible de vous présenter, donc dans un premier temps, l'itinéraire de cette recherche, avec les projets qui étaient à l'origine, ainsi que la méthodologie et les sources principales, très rapidement. Et je finirai avec les principaux résultats sur lesquels même j'ai pu aboutir finalement, résultats que je vous présenterai en italien, afin d'alterner entre les deux langues de la soutenance. Donc les origines de cette recherche remontent aux années de master que j'avais pu effectuer durant la première année de master en mobilité d'études à Turin, et donc durant lesquelles j'ai pu faire mes premiers pas dans le monde assez vaste de la recherche historique. C'était la thématique entre le rapport entre le régime fasciste italien et les masses, et par le biais donc, de la question du consensus qui m'interrogeait plus particulièrement. Donc le terme de consensus qui rappelle le soutien, ou du moins l'acceptation du régime par les Italiens, un terme qui est désormais largement accepté, notamment après les travaux de Renzo De Felice. Oui, c'était donc ce lien, et plus particulièrement le rôle de la presse dans l'organisation et le maintien de ce consensus. À cet égard, par exemple, un ouvrage comme Fascismo e mass media, la fabbrica del consenso, dans le sens en fait, la fabbrica del consenso, Fascismo e mass media de Philippe Canisraro, publié en 1975, constituait une approche historiographique pionnière sur le lien entre les médias de masse, et en particulier la presse, et le consensus que le régime cherche à créer, puis à maintenir, à consolider. Et donc de l'intérêt tout particulier qu'avait le régime fasciste pour ces outils, et encore une fois pour la presse. Mes travaux de master m'avaient conduit à étudier, à analyser un des journaux de la ville de Turin, la Gazzetta del Popolo, particulièrement durant la guerre d'Éthiopie. Donc la Gazzetta del Popolo avait le mérite d'être non seulement un des journaux les plus importants du pays, qui prenait d'ailleurs une importance toujours plus grande durant le régime, et surtout, en tout cas dans son image, elle représentait, la Gazzetta del Popolo, l'image d'un nouveau modèle, de la construction d'un nouveau modèle de journalisme défendu par Ermanno Amicucci, qui est donc un hiérarque important dans la réflexion du régime autour de la presse, et qui devient directeur du journal à la fin des années 20. Donc la guerre d'Éthiopie, dans l'analyse historiographique, comme on le sait, représente le moment maximal du consensus, avant que celui-ci soit remis peu à peu en question. Et donc cette étude permettait de faire le lien d'un côté entre discours de presse et directives du régime et application propagandiste autour d'un événement de politique intérieure et extérieure important. La volonté de poursuivre ces premières recherches en recherche dans un travail plus ample, celui donc d'une thèse de doctorat, nécessitait ensuite une redéfinition du cadre d'études et de son objet, ce qui mène donc à ce travail, journaux et journalistes au temps du fascisme, Turin 1929-1940. L'utilisation de Turin comme laboratoire d'études s'expliquait par trois aspects. Un premier affectif, puisque c'était Turin qui m'avait accueilli et son université durant donc ma première année de master. Ensuite, en ce qui concerne la presse, Turin possède deux des plus grands journaux du pays en termes de diffusion, et surtout avec des profils non seulement intéressants, mais différents. On peut évoquer ainsi donc la Stampa, qui est un journal libéral, qui s'oriente même à gauche au début du XXe, et qui va être à la tête de la résistance journalistique et politique des premières années du régime, avant d'être suspendu, puis racheté par la famille Agnelli, qui va le mettre à disposition du régime. De son côté, la Gazzetta del Popolo, que j'ai évoqué il y a quelques instants, représente-t-elle donc une fascisation idéologique d'une partie de la presse italienne, puisque le journal soutient Mussolini et son mouvement, puis son régime dès les premières années. Et enfin, Turin est une ville à part dans le panorama politique du régime, et de l'entre-deux-guerres, puisque toute une série d'influences politiques, économiques, culturelles, vont faire que la normalisation de la vie politique dans cette ville a été particulièrement lente et même difficile pour le fascisme. On peut rappeler très rapidement l'influence, par exemple, de la Maison de Savoie et de la monarchie, mais aussi les influences libérales avec des intellectuels comme Piero Gobetti, ou encore la présence d'une présence ouvrière forte qui va participer à la création d'un mouvement ouvrier radicalisé au début des années 20, et qui fera même de la ville un des centres, un des foyers du Parti communiste italien.